d'abord remercier Catherine Malabou et Jean-Baptiste Brenet d'avoir fait le plaisir de leur présence et d'essayer de développer les thématiques qui nous intéressent ce soir, à savoir la plasticité et le fantasme et la manière dont ils sont tous deux potentiellement liés, et de quelle manière, ou alors, bien au contraire, ce qui les distance. Donc dans un premier temps, peut-être que le mieux c'est de clarifier en fait ces deux notions et de laisser Catherine Malabou et Jean-Baptiste Brenet nous dire quelques mots sur la plasticité et sur le fantasme. Bon, alors je commence alors. Oui. Merci à tous de venir, merci à Mohamed bien sûr d'avoir organisé cette rencontre et à Léonore qui dirige cette galerie avec beaucoup de talent. C'est un endroit que j'ai appris à découvrir, que j'aime beaucoup. Donc encore merci, et merci à Jean-Baptiste, dont j'apprécie aussi beaucoup le travail, bien entendu. Donc en fait, je voudrais commencer par dire que la représentation en philosophie, puisque nous sommes tous les deux philosophes, est un concept très sensible, qui a toujours été au centre de querelles, de discussions, et qui continue à l'être. C'est un concept qui ne va absolument pas de soi, et ce pour une raison très simple, c'est qu'il a deux sens contradictoires. Je me suis permis de regarder dans un vocabulaire philosophique, et le philosophe Jules Lachelier dit « Dans le mot représenter, le préfixe « re » semble signifier rendre une personne présente, là où sa présence est due ou attendue. Dans le sens ordinaire, deuxièmement, cela veut dire tenir la place d'eux, et ce préfixe semble plutôt exprimer l'idée d'une seconde présence, d'une répétition imparfaite de la présence primitive. » Donc en fait, représenter a deux sens. Le premier, on l'a un peu oublié, ça veut dire présenter, semble signifier rendre une personne présente, présenter, donc pour la première fois. Et le second sens, qui nous est plus familier, répéter, répliquer, et finalement, la notion de représentation a toujours été extrêmement polémique, parce qu'on n'a jamais vraiment su s'il s'agissait de présenter ou de répéter. D'où le statut de l'art aussi. Est-ce que l'art est là pour présenter une première fois ou pour juste copier? Alors, je n'ai pas dévié de la question, parce que justement, Hegel emploie le concept de plasticité, je l'ai trouvé chez Hegel pour la première fois, donc dans la phénoménologie de l'esprit. La question que pose Hegel, c'est la plasticité renvoie à l'identité du sujet, il parle de la plasticité au sujet du sujet, et la question est, l'identité d'un sujet, est-ce qu'elle se présente ou est-ce qu'elle est toujours une représentation, c'est-à-dire une répétition? Mon identité, est-ce que c'est ce qui me présente moi, c'est-à-dire c'est ma spécificité, ma singularité, ou bien est-ce que c'est toujours une copie? Est-ce que quand j'existe, je copie au fond quelqu'un d'autre, que j'en sois consciente ou pas consciente? Donc, dans cette espèce d'ambiguïté de la représentation, Hegel dit on va la faire exploser. Il propose au sens propre de faire exploser la représentation. Dans plasticité, on entend plastique, l'explosif, pour y substituer un processus plastique de donner la forme, donner la forme à notre identité. Ce qui est un acte de création qui va rester toute une vie, quelque chose de très contradictoire, de très difficile, parce qu'il faudra toujours osciller, comme je disais, entre être original, singulier et répété. Mais en même temps, le lien entre les deux est explosif, d'où la notion de dialectique, c'est-à-dire que toute la vie, ce sera un dialogue contradictoire entre les deux opérations. Présenter ou répéter ou copier. Donc la plasticité, en fait, c'est l'acte de donner forme à quelque chose, pas seulement à l'identité, mais à l'être, à l'existence, à la vie, dans la contradiction, dans le dialogue toujours tendu entre ce qui vient de l'autre, peut-être qu'on ne vit qu'à répéter, et ce qui vient de soi, c'est-à-dire l'originalité, la singularité. Voilà, et après je pourrais développer davantage, mais en gros pour situer le lien avec la représentation. Merci. Merci. Bon, en très gros, merci pour l'invitation évidemment, mais moi d'une certaine manière, je pourrais tout reprendre de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tout ce sur quoi j'ai travaillé à partir d'Averroès, c'est pas que je n'ai fait que commenter Averroès, mais disons il m'a servi d'auteur de base.
ça s'inscrit dans ce cadre-là. Pour des raisons qui seraient longues à développer, mais qu'on peut dire assez brièvement, c'est qu'Averroès, c'est un philosophe obsédé par la question de l'intellectualité, qui est selon lui la chose qui constitue l'homme, avec cette particularité que c'est une intellectualité fondamentalement en puissance. Donc vraiment, l'homme est homme par une drôle de capacité, puisque c'est une capacité qui, littéralement, n'est originairement rien. Avec ce paradoxe que ce rien, et parce qu'il n'est rien, peut tout devenir. Et vivre sa vie, la vivre bien, c'est-à-dire philosophiquement, même si tout le monde n'en est pas capable, c'est tâcher de donner forme, puisque le nom technique de cette caractéristique humaine, c'est le nom de forme, donc une forme qui est tout entière puissance. La vie, c'est donner forme pleine, étape par étape, jusqu'à son maximum, à cette première puissance. Bon, donc d'une certaine manière... donner forme à rien. Donner forme au rien, à partir de rien, vers le tout, quoi, autant que possible. Donc tous les penseurs, en fait, arabes, disons, de la grande tradition philosophique, ils partagent cette idée-là, avec parfois des créations conceptuelles assez géniales, parce que, comme autre nom pour dire la forme, ils utilisent le terme très technique de substance, et ils disent que l'homme, c'est l'être qui a à se substantifier, puisque précisément sa substance originairement est un vide, un creux, ce qui est d'ailleurs la caractéristique de l'individu par rapport à Dieu, qui est le plein même. Et donc ce creux, il faut tâcher, non pas pour certains de le combler complètement, mais il faut tâcher de rejoindre Dieu autant que possible en le bouchant. Bon. Donc pour moi, et au fond, probablement que je te dois quelque chose, parce que je t'ai connu à l'époque, en 2003, où tu travaillais sur le cerveau, et même si je ne l'ai jamais formulé, jamais écrit, mais ça m'attrape. Enfin, je veux dire que la rencontre n'a absolument rien d'anormal pour moi, parce que c'est exactement le cadre dans lequel je m'inscris. Bon, là-dedans, que vient faire le fantasme, en général, ou plutôt chez Averroès en particulier. Il se trouve que l'idée sublime, mais qu'on retrouverait déjà chez Aristote, il y a toute une tradition, sauf que lui, il y a mis un poids particulier. L'idée sublime d'Averroès, c'est de dire que cette information, ce développement, ce déploiement de la forme, cette substantialisation du rien jusqu'au tout, autant que possible, son opérateur, c'est le fantasme. Voilà. C'est-à-dire que s'intellectualiser, devenir pleinement homme, devenir intelligent au maximum de ses possibilités, c'est-à-dire être heureux si on veut, c'est fantasmer, parce que le fantasme est l'opérateur du déploiement formel. Alors qu'est-ce que c'est le fantasme et d'où vient qu'il ait ce poids? Le fantasme, je pourrais produire tout de suite des définitions un peu magiques comme ça, mais non, je le prends dans un sens extrêmement banal, celui de la tradition. Le fantasme, c'est d'abord la trace du sensible. Donc en fait, moi je me suis intéressé à des auteurs qui sont très aristotéliciens en cela, c'est-à-dire que pour eux, tout part du sol, du bas, de l'expérience, des sens, que les sens nous affectent et que lorsque le sensible se retire, quelque chose du sensible reste en nous. Et ce qui reste en nous, et qui n'est pas seulement de l'ordre de l'image visuelle, contrairement évidemment à l'idée qu'on s'en fait d'abord, ça s'appelle le fantasme. Et cette trace fantasmatique, cette trace du réel sédimentée dans mon corps animé, c'est ça le fantasme. Mais le propre de la pensée arabe, et celle d'Averroès aussi, et là, de nouveau, on rejoint ton travail, c'est qu'ils ont été obligés de rompre avec quelque chose d'Aristote, ils ont été obligés de tuer le père, en quelque sorte, parce que Aristote, bien qu'il parle de médecine, n'était pas médecin, et pour lui, le cerveau, comme tu sais, ne joue aucun rôle dans la production de la pensée. C'est-à-dire que l'intellect n'a pas d'organe, et le cerveau, pour Aristote, n'est qu'un refroidisseur, il sert à calmer la chaleur du corps, il permet de maintenir un certain équilibre pour que les organes fonctionnent et que l'intellect qui est inorganique opère. Mais la médecine va se développer, notamment sous l'effet de cet autre grec qui est Galien. Et les Arabes sont des grands lecteurs de Galien qui a été abondamment traduit en arabe. Et Galien est l'un de ceux qui dit non mais le cerveau c'est pas que ça. D'abord il a des cellules, il a des compartiments et il joue un rôle central. Et il suffit d'ailleurs de donner un coup sur la tête à quelqu'un pour voir qu'il est beaucoup moins intelligent après le coup qu'avant.
postérieurs à Galien, quoique aristotéliciens, sont obligés d'intégrer la question cérébrale dans leur théorie de l'intellect. Ce qui veut dire que lorsqu'ils pensent au fantasme, à cette trace du sensible qu'est le fantasme, ils vont faire jouer un rôle au cerveau parce que le fantasme, c'est une espèce de trace qui circule dans le corps. Elle circule dans le corps parce que d'abord, son réceptacle premier, c'est le cœur. Et en fait, il y a une sorte de souffle qui circule dans tout l'organisme. Et du cœur, les percepts, les affects reçus vont passer dans le cerveau. Et dans le cerveau, qui est fait de plusieurs compartiments, ils vont être raffinés, traités, découpés, réassociés, combinés. Et le fantasme, dans toute son amplitude chez les Arabes, c'est ce qui se joue dans le cerveau après l'expulsion du pneuma cardiaque et qui est un peu le stade préparatoire à la pensée. Et c'est là donc que quand je raffine mon expérience du monde, jusqu'au délire, parfois avec le risque d'être malade, d'halluciner, de dire n'importe quoi, mais c'est là que je me donne les moyens de penser, donc d'être homme, d'être moi-même. Bon, savoir si c'est moi ou l'espèce qui se joue, c'est une autre affaire. Et j'arrête là, chose totalement extraordinaire, vraiment, mais c'est même, quand j'ai vu ça, enfin, j'aurais pu arrêter là, tout de suite, ma vie, parce que, chose extraordinaire, il se trouve que les Arabes, ils ont un mot pour désigner l'imagination ou l'opérateur du fantasme dans le cerveau, c'est littéralement en arabe la puissance formatrice. La puissance formatrice. Mais en fait, le mot formateur, c'est assez compliqué d'ailleurs, c'est un mot, littéralement, c'est celui qui façonne. C'est la puissance qui façonne, qui donne forme. C'est un terme qui est doublement impressionnant. D'une part parce que ce terme-là, le formateur ou celui qui façonne, c'est l'un des noms de Dieu dans le Coran. Donc dans la sourate 59, verset 24, il est dit que Dieu est le créateur, celui qui initie tout et qu'il est, et ça arrive une fois dans le Coran, le formateur, et la racine du mot, c'est le mot vraiment forme. Et deuxième raison, or ce mot-là, qui est l'un des noms de Dieu, on en qualifie le fantasme, qui est la clé du déploiement de mon identité. Et deuxième raison totalement fascinante, c'est que ce Galien dont je parlais, il avait toute une théorie pour expliquer le dynamisme de notre monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de mort et de corruption, oui, mais c'est un monde de naissance et d'engendrement permanent. Toutes les formes naissent, se mêlent, s'engendrent, vieillissent et meurent, et dans un cycle ininterrompu. Et il faut bien expliquer la puissance de formation, de création, de production du réel, à commencer par la puissance dont est dotée la semence de l'animal. Et lorsque Galien s'intéresse à cette semence et à la puissance d'engendrement qu'elle manifeste, que ce soit celle du plus bas des animaux jusqu'à l'homme, il utilise une formule, et en grec il dit que toute semence est porteuse de ce qu'il appelle une plastiké dynamis, c'est-à-dire une puissance plastique. Et puissance plastique, plastiké dynamis, c'est exactement la formule que les Arabes traduisent pour nommer l'imagination. Donc chez les Arabes, l'imagination qui produit des fantasmes, qui opère le déploiement de notre forme, c'est la puissance plastique, qui est plastique comme la semence chez Galien ou comme Dieu dans le Coran. Bon. Incroyable. Tout est là, quoi. C'est incroyable. Et donc du coup, pour passer de Galien à la question de l'épigénétique, peut-être que vous en dire un mot pour essayer d'expliquer cette actualisation dont vous parlez dans le livre, savoir de quelle manière est-ce qu'on peut le retrouver dans le génotype et le phénotype, comment est-ce que ça s'articule. D'abord, c'est pas pour répondre, mais pour juste réagir à ce que vient de dire Jean-Baptiste, qui est magnifique. Bon, je ne savais pas tout ça, qu'il y avait cette plasticité dans la pensée arabe. C'est que ce qui est un peu... Ouais, la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'une puissance formatrice. C'est la question artistique, c'est la question philosophique, c'est la question par excellence. D'où vient la forme et d'où vient la capacité à former. Et est-ce que, encore une fois, cette forme est une représentation ou une présentation ? La nouveauté avec Hegel, je dirais, c'est-à-dire à partir du 19e siècle,
mais c'est aussi un moment où se développe la biologie, et donc je vais revenir à ma question, c'est que, comme je disais, cette puissance formatrice, en même temps, elle est destructrice. Ça, c'est ce que Hegel apporte. Comme je disais, il y a une dialectique entre présenter et représenter, il y a une contradiction, et il y a cette idée que tout ce qui est formé, tout ce qui forme, peut en même temps exploser. Comme si on avait, si vous voulez, une coïncidence entre la création et le terrorisme. D'ailleurs, souvent, Hegel emploie la métaphore de la bombe, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fragilité de la présence et de la forme, mais qui en même temps est constitutive de la forme. Une forme qui ne serait pas capable d'exploser ne serait pas une forme, mais précisément Dieu ou quelque chose d'éternel. Et donc, pour Hegel, c'est impossible. Donc, ce qui est intéressant, comme je disais, dans cette histoire dialectique, c'est cette intrication de la création et de la destruction, ce qui m'a conduite dans mon travail à parler de plasticité destructrice. Et en ce qui concerne le cerveau, effectivement, ce qui m'a conduite à travailler sur le cerveau, c'était que j'y ai retrouvé le mot de plasticité, et de manière étonnante, la même dynamique que chez Hegel, même si c'est en des termes totalement différents, c'est-à-dire que notre mécanique cérébrale, qui est à l'origine de toutes les formations, et bien sûr en particulier la formation de notre identité, est d'une extrême fragilité. Comme vous savez, le cerveau est une architecture neuronale très irriguée, il y a énormément de vaisseaux sanguins, et il suffit qu'il y en ait un qui se rompe à un moment, c'est très très fragile, pour que la forme soit détruite, ou en tout cas endommagée. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la plasticité cérébrale, puisqu'on parle maintenant de plasticité cérébrale depuis environ la moitié du XXe siècle, on a compris que le cerveau n'était pas un ensemble de localisations rigides, mais au contraire une sorte d'organisation vivante où toutes les régions coïncident. Ce qui m'a intéressé, c'était d'y voir l'œuvre de cette possible destruction et à quel point une identité, encore une fois, est fragile. L'épigénétique, alors ça, moi-même me pose cette question. Comme vous savez, l'épigénétique, c'est le nom d'une science qui travaille sur la traduction des gènes, c'est-à-dire ce qui permet de transformer un ADN en ARN et donner des individus que vous et moi sommes, c'est-à-dire ce qui fait l'individu singulier. Pour que vous existiez, il faut que l'ADN soit traduit dans votre individualité. C'est ce qu'on appelle le phénotype par rapport au génotype. Bon, bref. Pendant longtemps, on a pensé que la génétique était la clé de l'individualité, c'est-à-dire que nous étions tous programmés génétiquement, déterminés. On a parlé, moi quand j'étais étudiante, il y avait un livre qui était La logique du vivant, de François Jacob, qui disait que nous étions, que l'ADN était un code et que nous étions tous déterminés génétiquement, que rien dans notre individu biologique n'était dû à l'éducation, au hasard, à la plasticité justement. Et l'épigénétique, qui est une science qui est devenue très importante récemment, en fait, au tournant des années 90, c'est très récent, au contraire montre que dans la transformation de l'ADN en ARN, eh bien, il y a évidemment des processus chimiques et déterminés, mais aussi l'éducation entre en ligne de compte, l'expérience rentre en ligne de compte, tout ce que nous vivons entre en ligne de compte. Par exemple, vous savez que deux jumeaux identiques, si on les élève dans deux milieux différents, finiront par ne plus se ressembler et par ne plus avoir les mêmes caractéristiques. Donc, l'épigénétique introduit, pour aller vite, parce qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais l'épigénétique, c'est ce qui introduit de la plasticité dans le programme. Et qui donc, là aussi, introduit de la fragilité, de l'indétermination, du hasard, voilà. Et... Dans l'intervention de Jean-Baptiste Brenet, il était question de Galien. Et ce qui était intéressant, c'était la relation entre la description de la semence et puis du coup, invariablement, la question de l'ADN qui s'ensuit. Donc l'épigénétique, en fait, là, ça me semblait intéressant de développer pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que le prolongement était opérant ou... Oui, le prolongement est complètement opérant, et puis ça veut dire aussi que, je pense que là, Jean-Baptiste sera évidemment d'accord, si j'ai bien compris ce que tu as dit, que la pensée ne peut pas se passer de la biologie, c'est-à-dire qu'il
Il y a chez les philosophes une tendance à dire que l'intellect, etc., comme tu disais au début, ne doit absolument rien au cerveau, ni au corps, et qu'on est dans une dimension purement, on va dire, idéale, alors qu'on voit bien que, et aujourd'hui plus particulièrement encore, qu'on ne peut pas faire de séparation entre les processus biologiques et les processus, on va dire, idéaux. Hein, c'est-à-dire qu'il est absolument impossible aujourd'hui de faire de la philosophie sans faire droit au corps et en particulier à des processus, on va dire, inconscients et vitaux. Hein, je crois que, voilà. Je peux rebondir? Absolument. Bien sûr. Trois choses, mais je ne sais pas si je vais m'en souvenir quand j'aurai terminé la première. Mais d'abord, parce que la première, c'est pas évident. Sur représentation, présentation, je pourrais dire quelque chose. J'ai jamais pensé à ça, mais puisque tu as introduit cette question, dans le déploiement dont j'ai parlé chez les penseurs arabes, à savoir que l'homme doit devenir homme en déployant sa forme, et que ce par quoi il le fait, c'est le fantasme, puisqu'on devient homme quand on pense et qu'on ne pense pas sans le corps, et que ce qui dans le corps travaille, c'est l'image. Eh bien, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se déploie? On dit ma forme, tu parles d'identité avec tous les risques qu'on rencontre. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se présente? Et la chose intéressante et un peu effrayante, mais que ces auteurs essayent de penser, c'est que le déploiement qui a lieu est un mouvement un peu paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Parce que je déploie ma forme en étant, si je puis dire, moi au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire être soi au maximum? Ça veut dire jouer son corps à fond. Il faut que j'utilise mon corps à fond. Puisque rien n'aura lieu dans mon corps que par mon corps. Et mon corps marque mon identité. Mais paradoxalement, mais d'un paradoxe banal, plus je suis moi dans cette opération, plus je m'universalise. Si bien que ce qui se présente dans ce mouvement, en fait, c'est toujours la représentation de l'espèce, de la perfection de l'espèce. En fait, tout homme vivant sa vie particulière ne fait jamais que reconduire l'individu à son espèce. Ça, c'est une caractéristique de la pensée arabe. Donc il perd sa singularité. Il perd complètement sa singularité, ce qui a désespéré le monde latin. Le monde latin a été effrayé de cette pensée-là d'Averroès, parce que ça veut dire qu'au fond, plus je pense, et donc plus je suis moi, moins je le suis. Et donc, qu'est-ce qui est sauvé à la fin? Eh bien, je dois me satisfaire du fait qu'à travers moi, j'aurai sauvé l'espèce humaine comme espèce pensante. Donc, en fait, j'y ai pensé en t'écoutant, c'est une représentation à chaque fois. On ne fait que, nous ne sommes que les relais d'un mouvement qui excède les individus, de représentation de l'espèce à elle-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur cette explosion, en fait, j'ai essayé de trouver un terme, mais je ne l'ai pas, mais il ne cesse de penser ces accidents. Le fantasme, c'est fragile. Les penseurs arabes, par exemple, sont obsédés par la question eux qui sont souvent médecins, ou qui travaillent avec la médecine, par la question de la folie, de l'hallucination, ou du ratage complet. On peut penser faux, ou on peut complètement délirer. Donc en fait, à tous les moments, à tous les étages, ça rate, ça peut rater, pour des tas de raisons. Donc ça existe, ça aussi. Et troisième chose qui m'intéresse beaucoup, et qui a rapport au cerveau, c'est vraiment une chose très simple qu'on pourrait travailler quand tu parles des neurones ou des connexions, je ne sais pas quel est le terme qu'on pourrait retenir, non seulement de la connexion entre disons, la pensée et le corps et la biologie, mais au sein du cerveau, ce système de communication qui fait que le cerveau fonctionne. Et la chose à réaliser, c'est que le concept clé des Arabes, qui n'est pas en fait un concept grec, et qui ne sera plus bientôt un concept européen, donc c'est beau, un concept qui apparaît, qui a un succès pendant des siècles, et puis qui disparaît, c'est le concept en arabe d'ittisal, c'est-à-dire de jonction ou de communication. C'est-à-dire pour eux, toute pensée, toute perception en fait, est une affaire de jonction, de communication, de connexion. Entre des tas de choses, l'univers et moi, mais au sein de moi-même, tout est affaire de connexion et de couplage en fait. Donc ils ont plus. En latin, ils utilisent deux termes pour traduire ce mot-là. C'est la notion de lien, mais soit c'est la copulatio, la copule, soit c'est la continuatio, la continuité. C'est-à-dire qu'il n'y a de vie réussie, intellectuelle et perceptive que dans la connexion. Là où la connexion se rompt, c'est fichu.
Et au cœur de la pensée d'Averroès, il y a cette idée qui va loin chez lui, que non seulement le fantasme est le point de départ du concept, puisque c'est à partir de là que j'extrais l'universel, mais c'est l'ancrage et le point de repère constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept qui ne soit constamment référé à sa base sensuelle. En fait. Donc ce n'est pas simplement une entame, c'est une correspondance continue. Et vraiment, l'explosion, elle est dans la rupture de la communication. Quoi. Lorsque la communication est interrompue, c'est fichu. Là, je deviens un animal ou un fou. Et donc, pour ça aussi, évidemment, ils ne connaissaient pas les neurones, mais je dirais qu'ils auraient été fascinés par la question neuronale, parce que c'est exactement ça. Synapses, neurones, enfin moi j'y connais rien, mais bon, je crois que c'est exactement ça. Et c'est une idée aussi qu'on retrouve chez le seul philosophe contemporain au fond qui ait parlé du cerveau, c'est Deleuze. À la fin de Qu'est-ce que la philosophie, la conclusion, je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là, mais à la fin, il parle des synapses, des connexions, il dit tout est connexion. Et parce que, en fait, pendant très longtemps, ça tu en as parlé aussi, dans la pensée occidentale, le cerveau a toujours été méprisé. C'était un organe, Bergson le compare à, vous savez, c'est les récepteurs dans les hôtels, les opératrices qui passaient les communications aux clients. Voilà, le cerveau c'est un organe de transmission, mais en lui-même il n'a aucun pouvoir symbolique, il est totalement différent de la pensée, il n'a aucune autonomie, c'est une sorte de machine. Et c'est resté comme ça pendant très longtemps. Même, je ne sais même pas si c'est tellement encore dépassé comme idée en philosophie. Et le seul qui a compris, alors que la plasticité cérébrale n'était pas encore bien introduite en science, le seul qui a compris l'intérêt de cette organisation neuronale, c'est Deleuze, qui donc à la fin, dans Qu'est-ce que la philosophie, parle de exactement ce que tu dis, que tout est connexion, qu'on ne peut absolument pas séparer le corps de l'esprit, l'esprit de lui-même, etc. etc. Ouais. Ouais. Et cette idée qui lui plaît beaucoup, la synapse, en fait, c'est une fente qui relie les neurones, les connexions neuronales. Et Deleuze dit comment se fait-il que la connexion passe par un trou? Parce que ce qui relie, en fait, c'est un trou, c'est la synapse. Et on retrouve là, donc, cette idée de néant. On retrouve, au fond, c'est un vide qui permet aux connexions de se connecter. Donc voilà, je voulais faire cette petite remarque sur Deleuze. Tout se combine, c'est presque trop beau, on dirait que c'est préparé. C'est pas le cas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la tradition arabe théologienne, mais les philosophes ils connaissent ça parfaitement, ils le réadaptent. Mais encore une fois, la marque de Dieu, c'est le plein, c'est le sans faille, c'est le sans trou, et l'homme, par contraste, est troué. Ouais. Et donc c'est en tant qu'il est troué qu'il opère une communication, réussie ou pas. Mais la condition de la communication, c'est ce creux-là, c'est cette fissure. Et c'est vraiment, ça c'est Dieu ne communique pas d'une certaine manière. Oui, donc c'est très intéressant. Et donc, par rapport à la représentation, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, vous en tant qu'artiste, mais comment est-ce qu'on... Effectivement, comment est-ce qu'on représente au fond, et que veut dire représenter ce façonnement de l'identité qui passe par le néant, qui passe par la destruction? C'est une grande question pour l'art, enfin c'est une grande... Absolument, et c'est d'ailleurs, je vais rebondir sur votre intervention, Jean-Baptiste Brennet, pour parler justement de ce manque, cette absence, pour essayer de vous expliquer un peu l'articulation infrarationnelle en fait, qui se met en place entre ce que vous avez décrit de l'imaginative, la répartition du cerveau selon Habermas. Donc partons du manque, c'est ce que je vous disais, la forme caractéristique de l'homme c'est l'intelligence, c'est ça qui fait qu'un humain est humain, mais c'est une intelligence nue, vide. Et elle est d'un vide absolu, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas constituée comme puissance. Bon, ça c'est assez intéressant comme idée. Et ce qui va l'actualiser, ce qui va lui donner la pichenette qui le lance dans la vie, c'est l'apport sensoriel. Sauf que cet apport sensoriel est médiatisé par le corps. Cette médiatisation, c'est le champ du fantasme. Ce fantasme passe dans le cerveau, et dans le cerveau, il y a plusieurs étapes, plusieurs puissances, avec des puissances d'ailleurs très singulières, que la modernité après a oublié.
on va distinguer 3 cavités avec 4 puissances, 4 ou 5 puissances. Donc il y a d'abord au devant du cerveau une zone de stockage des percepts qui permet d'unifier les différentes sensations qu'on a et de savoir à peu près à quoi on a affaire dans le réel. À partir de là, on va mémoriser ce qui a été perçu, on va le mémoriser. Dans cette première mémoire sensorielle, une puissance va percevoir certaines données sensorielles que les sens eux-mêmes ne perçoivent pas. C'est une très très belle idée arabe, sublime, qui consiste, d'ailleurs chacun peut faire l'expérience de ça, c'est-à-dire les Arabes se sont demandé d'où venait que l'animal était capable, par exemple une petite brebis à peine née, de sentir l'hostilité du loup. Donc elle voit un loup, elle voit le gris du loup, elle sent une odeur de loup, tout ça c'est du sens, mais elle sent que le loup lui veut du mal. Et ça c'est pas un truc intellectuel, parce que c'est ce loup-là maintenant. Et donc les Arabes envisagent une faculté située au centre du cerveau qui s'appelle l'estimative, qui est capable d'estimer le sensible et d'évaluer sa valeur. Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que ma mère me tend les bras et me veut du bien? Est-ce que le loup sort les crocs et me veut du mal? Et ça, c'est une capacité sensorielle qui est au centre du cerveau. Au centre du cerveau, il y a aussi cette autre faculté géniale. Pourtant, le terme est banal, puisqu'en arabe, c'est le terme de fikr qui veut dire penser. En latin, ce sera le terme de cogitatio, qui est la faculté cogitative. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme ne sent pas seulement, n'imagine pas seulement de façon vague et n'intellige pas seulement. Au cœur de son cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il cogite. Comme moi, après des années de lecture de ces auteurs-là, relisant Descartes, j'étais fasciné, évidemment, en lisant tout le lexique de la cogitation, parce que si un scolastique du XIIIe siècle avait été projeté à l'époque de Descartes et qu'il avait lu Cogito ergo sum, il aurait entendu je fantasme donc je suis. Pour lui, la cogitation, ça aurait été une opération du fantasme au centre du cerveau, et ça ne l'aurait pas étonné, parce qu'évidemment, c'est le fantasme qui est l'opérateur, encore une fois, de ce déploiement formel. Donc la cogitative, c'est vraiment notre faculté principale, parce que c'est elle qui, en quelque sorte, raffine le sensible. Parce que être humain, c'est produire des concepts. Mais produire des concepts, c'est complexe, la formation d'un concept. Il faut plusieurs étapes. Et d'une certaine manière, nous sommes fantasmatiquement capables d'affiner, de préparer l'image pour qu'elle s'offre à l'universalisation. Et ça, c'est une opération de cogitation. Et puis, nous avons la mémoire aussi à l'arrière du cerveau. Et toutes ces facultés, lorsque nous dormons, s'en donnent à cœur joie, puisqu'il n'y a plus aucun contrôle intellectuel, ou presque, donc la censure disparaît, donc tout se décompose et se recompose et donne à peu près n'importe quoi. Enfin, à peu près, parce qu'en réalité, ils interprètent parfois ce qui a lieu. Donc, voilà, le fantasme reçoit le sensible à partir de quoi je produis le concept qui me fait moi-même, et ce raffinement mobilise plusieurs facultés, la faculté principale étant cette cogitation qui va dépouiller en fait l'image de ses traits inessentiels et me livrer, en quelque sorte, c'est une belle idée, très difficile philosophiquement, me livrer le noyau individuel de ce que je rencontre. C'est-à-dire que quand je rencontre des choses, par exemple tel individu, Socrate, eh bien, je ne le sens pas seulement pour ensuite penser l'homme qu'il est, mais fantasmatiquement, j'arrive à accéder à son noyau d'identité propre, à partir duquel je vais être capable de produire des concepts. Donc, s'il n'y a pas cette opération, cette médiation-là, on pourrait dire, si on était un peu dans la science occulte, que j'aime bien par ailleurs, dans l'alchimie, puisque c'est lié à nos affaires, on pourrait mobiliser tout le champ de l'alchimie, et à l'époque, il est très puissant. L'alchimie, au fond, c'est la transformation des métaux, mais les alchimistes, pour eux, cette transformation du métal, ils la voient comme une transformation de soi. C'est-à-dire, en fait, le monde entier peut et se change constamment, et au fond, le travail qu'on fait sur le métal n'est qu'une reproduction à petite échelle de ce qu'il faut faire subir à soi-même, et qui correspond à une loi de l'univers où toute chose change sans arrêt. Donc l'alchimie, c'est vraiment un champ de réflexion très important, sauf que
ces auteurs philosophes, et ça c'est une belle question, j'en redirai un mot tout à l'heure, et ils posent la question de savoir jusqu'où va la transmutation. Y a-t-il une force plastique? Réponse oui, mais jusqu'où va la transmutation? C'est-à-dire, est-ce que se changer, est-ce que se plasmifier, je ne sais pas comment il faudrait dire, se transmuter, me porte jusqu'à un changement de nature? C'est d'ailleurs une question qui serait hyper actuelle si on pensait aux transgenres, aux transclasses, à tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce que je peux changer au point de gagner une identité qui n'est pas celle que j'avais au départ? La réponse des philosophes, me semble-t-il, c'est non. La réponse des alchimistes, c'est oui. Donc la confrontation est intéressante. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que les alchimistes ont créé un petit concept intéressant. On dit qu'il y a le macrocosme, qu'il y a le microcosme, et puis il y a le mésocosme, hein, le monde intermédiaire. Et le mésocosme, pour eux, c'est le laboratoire. C'est là où on reproduit, en fait, le passage des choses les unes dans les autres, comme cela a lieu dans le grand tout. D'une certaine manière, le cerveau, c'est le mésocosme, en fait, pour le philosophe. Ça marche comme ça. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, pour aller dans le sens de la transmutation et peut-être de la rationalité, peut-être dans cette dimension, capacité à modifier l'individu en une nouvelle nature, là où il était traversé par le fantasme, par les images. Peut-être est-ce que la dynamique est peut-être considérée de la même façon? C'est-à-dire C'est-à-dire que la question de la transmutation, oui. Parce que l'état de nature oui. de l'individu oui. étant en formation, oui. est-ce que la rationalité a à voir avec ce changement de Oui, bien sûr. La rationalité progresse dans l'homme à proportion du progrès de ses fantasmes. C'est vraiment, il faut penser à une corrélation, en tout cas chez quelqu'un comme Averroès, il n'y a pas de... Encore une fois, le fantasme, la sensation, l'expérience, l'accumulation, le sédiment et le travail qu'on fait subir à nos percepts, ça n'est pas une donnée de base dont on peut se détacher ensuite pour... Si vous voulez, il n'y a pas chez un penseur comme ça, c'est ce qui le rend à mes yeux beaucoup plus intéressant que tous les platoniciens, néo-platoniciens ou quoi, c'est qu'il ne s'agit pas d'une angélisation. Il ne s'agit pas de décrocher tant qu'on est humain. Le post-humain, c'est une autre affaire. Mais tant qu'on est humain, on ne décroche jamais de cette base-là. Donc, c'est vraiment un développement proportionnel. Je suis d'autant plus intellectuel que je fantasme mieux. Donc, il faut voir des étagements, des deux échelles qui vont ensemble. Et de fait, tous les penseurs arabes sont obsédés par l'idée du classement, de l'étagement de notre intellectualité. Donc on va distinguer des types d'intellect. Et d'ailleurs, la notion très belle qu'ils ont introduite, en lui donnant beaucoup plus de poids que ce qu'on trouve chez les Grecs, c'est la notion d'intellect acquis, d'acquisition. On acquiert son intellectualité, on la fait sienne. D'ailleurs, ce serait un autre point de rencontre entre nous, la question de l'acquisition de la propriété ou du vol. M'intéresserait beaucoup ça. Parce que, encore une fois, c'est l'appropriation d'un inappropriable. Là, pour le coup, je ne fais pas mon agamben, mais c'est vraiment, on s'approprie, et on ne peut faire que ça, quelque chose qui, parce que c'est la forme de l'espèce, c'est-à-dire qu'elle n'est à personne, est inappropriable. Donc un penseur comme Averroès, c'est quelqu'un qui dit l'homme est homme parce que son humanité est adossée à une puissance commune. Vivre, c'est tâcher de faire sien, le temps de sa vie, cette communauté. Mais plus je la ferai mienne, plus je la reconduirai à son personnalité, en vérité. Donc il y a cette idée d'acquisition de l'intellect à proportion de ma façon d'imaginer, mais le beau paradoxe, c'est que ce que je m'approprie me désapproprie. C'est ça l'idée. Vous voulez rebondir sur cette question qui est en relief, à savoir les différents niveaux de rationalité et la critique que vous formulez aussi par rapport à cette identification de l'intelligence et peut-être une distinction là entre la pensée finalement et l'intellect et comment est-ce que ça se dissocie dans le livre, notamment dans la description des tests
l'intelligence, comment est-ce que ça se met en place. En gros, la critique du livre, se base sur justement peut-être le dépassement, en fait, l'intelligence se trouvait peut-être autre part, ce qui a été dit ici, et que les tests, en fait, seraient aussi pour corroborer la réflexion de Jean-Baptiste Vernet sur est-ce que l'intelligence est graduée ou est-ce qu'il y a une gradation d'intelligence, de quelle manière elle s'articule ou elle se conteste. Voilà, l'intelligence, c'est peut-être une autre question. Je vais d'abord répondre un peu sur est-ce qu'il est possible, selon les philosophes, est-ce qu'il est possible de se transformer complètement jusqu'à gagner une autre nature. Alors, c'est vrai que dans la philosophie classique, c'est vrai qu'on ne trouve pas la question du genre, ça c'est vrai, mais on trouve quand même quelque chose d'intéressant, en particulier chez Kant, c'est cette idée que, en fait, on peut se transformer intellectuellement au point de devenir plus jeune. Quant à cette métaphore, transformer le vieil homme, c'est-à-dire paradoxalement, on vieillit évidemment, mais il y a cette idée que la plasticité conduit à cette jeunesse de l'esprit. C'est pas seulement je reste jeune parce que je suis actif ou active par la pensée, c'est pas ça. C'est que la pensée devient de plus en plus accomplie, finalement proche d'elle-même. Et chez Nietzsche aussi, on a cette idée que l'enfant est la dernière métamorphose. Donc on est capable, au fond, par l'intellect et sa plasticité, de se transformer au point de finalement, au fond, penser son enfance. Arriver à coïncider avec son enfance que nous avons perdue et que nous pouvons retrouver par la pensée. Et ça, c'est un changement de nature. Ce qui est assez rassurant, au fond, la philosophie, ce côté consolant, on vieillit, mais on a quand même quelque chose qui fait que la forme qu'on cherche, au fond, c'est celle la plus élémentaire, au fond, qui est celle de notre enfance, et je me demande même si, dans l'idée de changement de genre, il n'y a pas l'idée de trouver enfin une identité qui avait été refoulée ou qui avait été occultée dès l'enfance. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Et deuxièmement, l'intelligence, ça c'est une notion sur laquelle c'est vrai j'ai travaillé, l'intelligence qui a commencé, au fond le concept d'intelligence a commencé, c'est vrai, avec les tests, le QI, etc. Et la question c'était est-ce qu'on peut mesurer justement est-ce qu'on peut mesurer la capacité à penser? Est-ce qu'il est possible de la mesurer? Est-ce qu'elle est inégale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, etc., etc. Je critique énormément ça, parce qu'au fond, la réponse n'a jamais été donnée, on n'a jamais trouvé de gène de l'intelligence, donc en fait, cette histoire de mesure de l'intelligence n'a rien à voir avec la plasticité, etc. C'est un mythe. On peut essayer d'expliquer ce que fait la psychologie de l'enfant, comme Piaget, on peut essayer d'expliquer pourquoi certains enfants n'arrivent pas à résoudre certains problèmes. On peut expliquer ça, on peut essayer de comprendre les mécanismes psychologiques qui bloquent, oui, mais parler d'inégalité d'intelligence, ça c'est une très mauvaise façon d'occulter la plasticité de l'esprit. C'est vraiment une idéologie souvent raciste, misogyne, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ouais, j'enchaîne, parce qu'il y a ça justement au Moyen-Âge. Il y a ce racisme-là, c'est pas le mot, mais évidemment c'est compliqué, il faudrait prendre du temps, mais pourquoi? Parce qu'il combine deux choses qui ne vont pas ensemble, l'une est magnifique et l'autre effrayante. La chose, par exemple chez Averroès, c'est ce qui fait l'humanité, c'est une puissance commune de pensée. La puissance de pensée n'a pas de nom, littéralement, elle est à personne, puisqu'elle n'est pas d'abord en elle-même solidaire d'un organe, elle n'a pas de propriétaire. Et ça restera. Mais elle ne fonctionne qu'associée à des corps. Et ces corps ne sont pas tous faits de la même façon. Ils sont tous humains, dans certaines proportions, mais ils ne sont pas tous identiques. Donc, et ça c'est un bien commun de la pensée arabe et en fait médiévale, et son versant noir, c'est une préfiguration du racisme. Moi, je ne le traite jamais sous cet angle-là, je le prends sous un autre angle, mais
dans l'éventail des possibilités de lecture, il y a ça. L'idée, c'est que les corps varient parce qu'ils n'ont pas tous, au sein de la nature humaine, les mêmes natures. Donc il y a une nature commune, oui, mais ils n'ont pas les mêmes natures. Et ça tient à quoi? Ça tient à ce qu'on appellerait la complexion, en fait. Le génie propre du corps, le mélange des humeurs. Donc selon comment se compose notre corps, le mélange de feu, d'air, d'eau et de terre, eh bien, nous serons plus ou moins aptes à fantasmer. Et selon notre capacité de fantasmer, nous serons plus ou moins aptes à penser. Et donc on retrouve une catégorisation qui est pourtant appuyée sur une puissance anonyme. Mais elle existe. Elle existe. Et donc, alors parfois ça donne des choses très belles, c'est-à-dire ils sont sensibles à la question, ça vient des Grecs, ça, du climat, de l'air qu'on respire, des choses qu'on mange, de l'eau, donc on catégorise le monde entier, selon les zones. Ici on pense bien, là on pense moins bien, évidemment. Bagdad, c'est le top. Alors les Andalous vont dire non, c'est Cordoue. Mais à Grenade, on va dire non, c'est Grenade. On mange beaucoup mieux que Cordoue. Puis il y a ceux qui vont dire alors en Afrique, il fait trop chaud, on ne peut pas penser. Donc les femmes. Bien sûr. Non, pas Averroès. Ah oui. Averroès dit l'inverse. Il est célèbre pour ça. D'ailleurs, il dit laisser les femmes à la maison, c'est priver l'humanité de la moitié de son intelligence. Donc là, il est vraiment pour ça, il est parfait. Mais il y a cette idée, il y a cette double idée qui est importante, c'est-à-dire que on n'est pas... mais ça ne veut pas dire... l'idée, c'est quand même que chacun, de là où il est, avec le corps qu'il a, doit contribuer au déploiement commun c'est pas une affaire personnelle, en fait, le déploiement d'un... Même si certains corps sont plus doués que d'autres, ça reste une affaire... collective, puisque même la réussite du philosophe ne le concerne pas lui, puisque à la fin, la philosophie, ça n'est la propriété de personne. Donc il y a cette belle idée-là. Et la deuxième, sur la transmutation, c'est pas sur l'enfant, là aussi j'essayais d'y penser, mais eux, ils ne parleraient pas de l'enfant. Leur problème, c'est que à la fin, si on se transmute, ce qu'on deviendrait, c'est Dieu. Donc là, vraiment, on pourrait résumer ça avec la formule la plus célèbre du soufisme, c'est-à-dire Ana al-Haq, je suis Dieu, je suis le réel, je suis la vérité, qui a valu, enfin c'est pas ça en vérité qui lui a valu la mort, mais c'est dans l'imaginaire traditionnel, on considère que c'est ce qui a valu son supplice à Hallaj, et d'avoir dit moi, Dieu. Et les philosophes sont obsédés par cette question, parce qu'au fond, si je développe mon intellectualité au maximum, c'est-à-dire si mon intelligence se confond avec la vérité même de l'univers, Dieu n'étant que cette vérité-là, Dieu n'étant qu'un intellect qui pense, qui est la pensée même du monde, quelle différence à ce moment-là entre moi et Dieu? Donc c'est moins risqué de dire oui, je me transmute parce que je deviens un enfant, que de dire je me transmute et donc je deviens Dieu. Je crois qu'il y avait deux voies là. Il y a les philosophes comme Kant et plus tard Nietzsche qui refusent cette identification, qui pour eux devenir Dieu c'est vraiment la fin de la plasticité, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment quelque part la mort. Et c'est à cette figure-là qu'ils opposent l'enfant, qui n'est absolument pas une figure sacrée, mais une sorte d'adhésion immédiate au monde et à la vie. Bon, enfin, on pourrait parler longtemps là-dessus, mais ouais. Mais ils diraient aussi que c'est la mort, mais sauf que ça ne leur ferait pas peur. Mais c'est une mort, c'est vrai. Oui, c'est la mort de l'homme. C'est la mort de l'homme, mais l'humanité est faite pour mourir sans arrêt. Ouais. On va essayer d'éluder la question en revenant sur le collectif. Et comment est-ce que justement, qui est une question qui vous tient aussi particulièrement à cœur, notamment dans cette dimension anarchique. Et donc j'aimerais en fait qu'on revienne sur la manière dont finalement cette intelligence, cette rationalité ou ce manque, justement, cette absence, permet justement à un moment justement de faire commun. Ou en tout cas la nécessité que cette manière d'appréhender l'intelligence oblige les uns et les autres à fédérer ce qu'on peut appeler une société.
il y a deux lectures possibles. Le collectif, cette notion de collectivité, elle est présente aux trois niveaux. Le point de départ, la dynamique, le point d'arrivée. Le point de départ, parce que ce qui fait l'humanité, c'est une puissance sans nom, commune. L'intellect n'est l'œuvre de personne, n'est la propriété de personne. Le point d'arrivée, parce que lorsque la vérité a lieu, elle n'a pas de nom. La vérité n'est pas ma ou ta vérité, c'est la vérité. Et au niveau de la dynamique, qui est plutôt la question que vous posez, pourquoi il y a du collectif? Pour deux raisons. Soit on considère qu'il peut y avoir, voire il doit y avoir des philosophes, c'est-à-dire des individus dotés de corps parfaits en vérité, et d'une vie. Ils n'ont pas seulement des corps parfaits, parce que ça ne suffit pas, il faut des bonnes circonstances aussi, pas de guerre, il ne faut pas être né à Marseille, il faut des bons professeurs, ça commence à faire beaucoup. Mais il faut des conditions, et puis il faut aussi pas de paresse, etc. Donc ça ne suffit pas, mais enfin, soit il y a des individus qui ont des corps parfaits et qui seront les philosophes, mais même ces hommes-là, ces hommes exceptionnels, et pour Averroès, il y en a nécessairement, il y a une sorte de loi métaphysique du monde, ils ne peuvent pas fonctionner seuls. C'est-à-dire que la condition de base, l'évidence pour quelqu'un comme Averroès et d'autres, c'est que l'homme est un animal politique, et qu'il est d'abord un enfant, il est entouré, et il lui faut une cité, des lois, même une religion, sans quoi il ne grandit pas, il est sans normes. Et donc à tout point de vue, et pratique et intellectuel, il lui faut les autres, même si c'est pour de plus en plus parvenir ou tâcher de s'isoler intellectuellement des autres. Mais pensez au texte très célèbre d'Averroès, cette fatwa, qui est le discours décisif. Averroès ne prétend pas, n'a aucun fantasme d'isolement, d'île déserte, de coupure du monde. Non, il veut vivre dans une société puissante, militairement efficace, bien régie par une loi, qui obéit à une religion. Pourquoi? Parce que lorsque tout est en place, le philosophe va pouvoir appuyer qu'il est pratiquement sur la société, il va pouvoir consacrer toute son énergie à l'intellectualité. Donc le collectif, il joue de ce point de vue-là. Mais il y a une autre lecture, plus forte. C'est et qu'on va trouver dans le monde latin au nom d'Averroès. Chez Dante, par exemple, dans le livre sublime qui est La monarchie de Dante, mais chez d'autres auteurs aussi. Cette idée plus forte, c'est que si ce qui fait l'humanité, c'est une puissance collective, aucun individu, jamais, ne pourra l'actualiser. C'est-à-dire, la puissance qui me constitue comme homme, elle excède mes capacités individuelles. Ce qui fait que s'il faut, et ça c'est une loi de ce monde-là qui n'est plus la nôtre, mais s'il faut qu'une puissance nécessairement soit actualisée, parce que sinon le monde est mal fait, alors nous on connaît le gâchis, on connaît tout ça, eux c'est pas le cas, il y a une espèce de principe de plénitude qui fait qu'une puissance doit s'actualiser. Si on est fait pour penser l'espèce, il faut que spécifiquement, si je puis dire, on s'y mette tous, et que le savoir s'agrège. Et la question que Dante, citant Averroès, posera, c'est quelles sont les conditions politiques et ça c'est une formule de Bachelard par contre, de cette union des travailleurs de la preuve. Comment faire pour qu'on ne se contente pas, on ne se satisfasse pas de l'idée que ça pense un peu ici, ça pense un peu là, ça pense un peu ici. Non, il faut que collectivement, politiquement, on s'y mette. Donc en fait, la destination de l'humanité, en tant qu'elle est intellectuelle et que cette puissance excède l'individu, est nécessairement politique. Elle est intrinsèquement politique parce que, encore une fois, c'est par nous tous en s'y mettant tous qu'on y arrivera. Il y a une très belle phrase, en fait c'est beau, je termine juste sur ça, c'est beau parce qu'on voit comment parfois une erreur un contresens ou une erreur de traduction peut amener une belle théorie. Le grand texte d'Averroès sur ces questions, on a perdu l'arabe, on n'a plus que le latin. Et dans le texte latin, il y a une phrase bizarre où Averroès dit « Peut-être que la philosophie est, je dis littéralement, est toujours parfaite dans la majeure partie du sujet. » Littéralement. Bon, ça ne veut strictement rien dire. Donc personne ne comprenait rien à l'époque, mais tout le monde a prétendu comprendre quelque chose. Et ils ont dit « le sujet c'est l'humanité, la majeure partie du sujet c'est à peu près les gens qui pensent, quoi. Il y a quand même s'il y a des idiots qui refusent de penser, il
il y a quand même une majorité de gens qui pensent. Et l'idée d'Averroès, c'est que la philosophie, elle sera toujours parfaite dans, c'est-à-dire par la majorité des êtres pensants au sein de l'humanité. Ça veut dire qu'il faut agréger, encore une fois, les savoirs des uns et des autres et trouver les conditions politiques de cette agrégation. Et Dante propose une réponse, il dit, pour moi, c'est la monarchie mondiale. C'est pas la seule réponse. Je vais redire là-dessus, puisque l'anarchie, c'est un peu... Oui, alors là, bon, on va peut-être un peu changer de contexte. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur l'anarchisme, et que je continue d'ailleurs, et ça nous renvoie un peu, mais peut-être que c'est pas si loin, on verra, ça nous renvoie un peu à ce qu'on disait au début, à savoir qu'est-ce que représenter, qui est évidemment une question politique, peut-être d'abord même, est-ce que c'est présenté ou est-ce que c'est répété? Et pour les anarchistes, la réponse est claire, non, représenter c'est toujours répéter, c'est toujours copier, c'est-à-dire que les députés, par exemple, ne me présentent jamais. Ils me copient et ça veut dire qu'ils me trahissent, et toute représentation en politique est une trahison, parce que celui ou celle qui me représente détournera toujours mon pouvoir à son profit. Donc il y a une loi de l'anarchisme, si on peut dire, qui est que l'anarchisme est une critique de la représentation, et c'est pourquoi c'est une critique du vote, et que la démocratie qu'ils défendent, les anarchistes, est une démocratie, comment est-ce qu'on appelle ça, participative. C'est-à-dire que chacun compte pour lui-même et n'a pas de représentant. Et ça, effectivement, renvoie aussi à la plasticité, parce que, évidemment, si on refuse la représentation parlementaire, si on refuse la représentation politique, on refuse évidemment, en fin de compte, l'idée de gouvernement. Puisque le gouvernement, c'est la forme suprême de la représentation. Le président de la République est censé, au-delà des parlementaires, nous représenter. Et évidemment, pour les anarchistes, il n'en est pas question, puisque cette représentation, encore une fois, sera nécessairement un abus de pouvoir. Donc on a l'idée d'une société horizontale, d'un commun sans hiérarchie, et ça renvoie à la plasticité, comme je disais. La plasticité est un terme utilisé par Bakounine en particulier, parce que la société est alors obligée de se donner à elle-même ses propres règles, elle est obligée de se donner à elle-même sa propre forme, qui ne dépend d'aucun pouvoir hiérarchique, qui ne dépend d'aucune autorité, d'aucun principe, d'aucune norme venue d'en haut. Donc là, je suis contente qu'on aborde ce point, parce que là, vraiment, la représentation devient un concept, chez les anarchistes, complètement négatif. On ne peut absolument pas le sauver, quoi. On ne peut absolument pas le sauver, parce que qui dit représentation dit aliénation. Voilà. Je me souviens quand, il y a bien longtemps, il y avait une pub pour le travail intérimaire. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. C'était deux ouvriers, dont l'un était l'employé permanent et l'autre l'intérimaire, qui se serraient la main comme ça, et l'intérimaire ne porte plus le masque du permanent. Il n'avait pas d'identité, lui. Et j'avais trouvé cette pub absolument terrible, à savoir que l'intérimaire disparaissait complètement devant celui, alors cette fois c'était l'inverse, qui le représentait en quelque sorte. Mais ce qui m'avait fasciné, c'était ça, c'était que cette logique de la représentation était vraiment une destruction de l'identité, dans un sens ou dans l'autre, qu'on soit celui qui représente ou celui qui est représenté. Hein, la représentation chez les anarchistes est vraiment équivaut à la domination. Voilà. Je pourrais juste ajouter, pour aller quand même dans ton sens, c'est que il y a une grande partie de penseurs comme Negri, disons, Ouais. Le communisme italien des années 70, qui a été fasciné d'un peu loin par, non seulement Spinoza, mais vaguement par Averroès. Je pense à Paolo Virno par exemple, parce que la notion de multitude qu'ils ont mis en avant, dans laquelle on peut voir une forme d'horizontalité justement, on la trouve dans ces textes-là d'Averroès. Lorsqu'il dit que pour penser, il faut une multitude de fantasmes et d'hommes, c'est tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas, dans la société d'Averroès, il n'y a pas en quoi elle a
des aspects aussi effrayants, mais il faut juste un pouvoir, oui, parce que s'il n'y a pas le pouvoir, il n'y a pas l'ordre minimal, mais sinon, l'important, c'est la multitude mondiale. Ça, c'est, et ça va même jusqu'à postuler, en fait, à postuler l'existence de multitudes dans les zones du monde dont il sait bien qu'il ne les connaît pas. Ça va même jusqu'à postuler le fait que la zone qu'il connaît dans le monde peut être détruite par la guerre ou des pandémies, mais qu'une autre multitude au sud comblera cette chose-là. Donc il y a quand même cette idée-là qui est assez belle aussi. Moi, je suis vraiment ravi de la tournure que prend l'échange. Mais j'aimerais revenir sur ces questions de la domination et de la manière en fait dont Averroès la traite, et puis la manière dont l'anarchie aussi la pense. Et comment est-ce que cette question du fantasme en fait peut être abordée, peut-être développer un peu plus cette question de Négri parce qu'elle est intéressante et qu'elle donne à lire peut-être finalement une lecture, une liaison là où on aurait pu penser qu'elle était inexistante. Oui, ben c'est-à-dire la question c'est de savoir si on se contente de l'idée qu'existe une multitude, c'est-à-dire presque une infinité d'individus fantasmants à partir desquels de la pensée sera produite, et au fond le monde est fait pour ça. Le monde est fait pour que de la pensée soit produite, et que de cette pensée, même de la pensée parfaite, soit produite. Donc pour ça il faut une multitude de corps. Donc est-ce qu'on se satisfait de cette idée, c'est-à-dire que au fond il y a une espèce de conte qui devrait être fait indépendamment des conditions de manifestation de ces fantasmes, ou est-ce qu'il faut penser des conditions politiques à la production de cette multitude? Est-ce que la multitude s'auto-organise, un phénomène naturel, ou est-ce que, des auteurs ont dit ça, Averroès le laisse entendre, puisqu'il ne s'intéresse qu'à des petites cités, mais au fond ce qui se passe hors, ou est-ce qu'il faut penser, ça c'est Dante, alors là c'est le contraire de l'anarchie, c'est l'archie suprême, c'est vraiment le monarque, il faut vraiment le monarque qui est le socle à partir duquel la multitude fantasmante efficace peut s'envisager. Donc il n'y a pas d'efficacité fantasmatique sans la condition politique adéquate. Donc le débat, l'un des débats qu'on peut avoir quand on lit Négri, etc., appuyé sur ça, c'est de savoir s'il y a une immanence de la multitude qui a une dimension politique parce qu'elle est collective, donc c'est politique en ce sens-là, ou est-ce qu'il faut construire les conditions d'advenir et d'efficacité de cette collectivité du fantasme? Tout le monde, encore une fois, n'est pas d'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez rebondir? Le problème avec Négri, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire est-ce que cette multiplicité, cette multitude s'auto-organise ou bien est-ce qu'il faut la construire? Le problème de Négri, c'est que c'est pas du tout un anarchiste et que certes il a parlé de la multitude, tout ça pour élargir le concept de prolétariat, très bien, mais ça reste un communiste fondamentalement, c'est-à-dire que malgré tout, même s'il n'y a pas de représentation, il faut quand même une discipline de parti, il faut quand même une direction, il faut quand même un ordre. Non pas que les anarchistes soient des ennemis de l'ordre, Proudhon dit l'anarchisme est la plus haute expression de l'ordre, mais c'est un ordre qui refuse complètement la discipline de parti, qui refuse complètement qu'on donne des ordres. Voilà. Et moi j'ai un problème avec Négri qui est celui-là, c'est-à-dire que par bien des aspects ça ressemble à une forme d'horizontalité, mais il dit très clairement que l'idée directrice c'est l'idée du communisme. Il y a un ouvrage collectif où ont participé Badiou, Zizek, etc., qui s'appelle l'idée du communisme, et ils sont tous d'accord là-dessus. Ils méprisent l'anarchisme. L'anarchisme, c'est pour les imbéciles, c'est les naïfs, les gens qui s'imaginent. Enfin, vous voyez, les utopistes au sens le plus dévalorisant du terme. Mais c'est pour ça qu'il m'avait semblé important, au contraire, de
restituer à l'anarchisme sa grandeur, dans la mesure où il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de célébrer le chaos, mais d'envisager très sérieusement la possibilité qu'on puisse se donner à nous-mêmes, collectivement, notre forme, ce qui pour moi n'est pas du tout naïf, loin de là. Donc Nigri, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, on va dire. Non, pour conclure, en tout cas, pour déjà vous remercier de cet échange qui, je pense, a ravi beaucoup d'entre nous. Et puis, vous dire à bientôt aussi, puisque... On peut peut-être... Il y a des questions, peut-être? Ah oui, je sais pas, ouais, carrément. C'est pas pris, c'est pris. Ouais, c'est parti. Si l'un d'entre vous souhaite poser une question. Ouais. J'aurais beaucoup de questions, mais je fais juste 2 petites remarques. Il y a un philosophe dont le nom n'a pas été prononcé et je me demandais s'il avait intéressé l'un ou l'autre d'entre vous, parce que c'est celui qui a, je crois, pensé prise de forme et communication, et lui disait communication, non pas fonction, mais aussi cet étagement que vous disiez assez beau, là, où l'individuation va vers l'impersonnalité, c'est Simondon, avec Clark, l'idée individuelle, transindividuelle, Bien sûr. et l'individuation étant justement communication. Ça c'est une chose, je dis Simondon parce que vous avez parlé de Deleuze, et comme on est dans une galerie d'art, j'aime bien taper sur Deleuze parce que je pense que ça a été une grande catastrophe dans la critique. C'est pardon, asthmatique, j'ai un peu de mal à respirer. Excusez-moi, je me tais, je vais recommencer tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Juste sur Simondon, c'est bien sûr, mais c'est presque trop facile. C'est-à-dire que, et moi j'ai un peu de mal personnellement avec ça. Ça fait longtemps maintenant, il est à la mode, mais j'ai l'impression qu'un médiéviste, quand il lit Simondon, enfin j'exagère, hein, mais Tu penses que c'est pas... je pense que c'est... oui, il n'y a pas une idée. Il n'y a pas une idée qu'un médiéviste n'ait pas rencontré 1000 fois dans des textes surpuissants. Donc, mais les notions sont fascinantes, etc. Ça marche bien. Mais des gros pavés comme ça maintenant qui sortent pour... bon. Mais C'est-à-dire que la critique d'Aristote, en fait... alors je peux pas vous dire, c'est possible. Je vous assure que dans mon étagère, régulièrement, je me dis cette fois-ci, je me reprends Simondon. Et à chaque fois, j'abandonne. Mais donc, la référence me paraît vraiment parfaite, quoi, tout indiqué. Mais personnellement, compte tenu de mon trajet, moi, j'ai eu du mal à l'intégrer autrement que comme une lecture de confirmation plutôt que de rebond, quoi. Il y a des beaux textes sur l'alchimie. Ça, j'ai pas. Mais je crois qu'il parle de plasticité, non? Sur l'individuation. Il me semble. Mais je suis d'accord, moi. Pardon. La notion, c'est la transduction. À la transduction. Oui, effectivement. Merci, ouais, c'est ça. Non, ce qui est intéressant, je pense, moi je suis d'accord. Alors moi, c'est pas parce que moi j'y connais rien à la pensée médiévale, mais c'est parce que ça m'ennuie quand il en parle. C'est lourd. Ouais. Bon. Mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de de l'individuation comme transduction avec le problème de la forme, ça c'est très intéressant. Oui, je trouve qu'il a une façon de parler de la pensée médiévale qui n'est pas du tout excitante comme la tienne, où c'est vraiment... on a l'impression que ça vient illustrer, mais je ne sais pas. Je sais pas. Mais par contre, ça, oui, c'est intéressant. Oui, je voulais donner, parce que je pense que c'est vraiment dans le sujet, sur ce qu'a été Deleuze sur la critique d'art et le problème de la connexion, disons du connexionnisme de Deleuze, et ce que ça a produit dans la critique. Moi, c'était mes années de formation, vous savez, c'était à Moulinette Deleuze, tout dans l'art était ligne de fuite, plan d'immanence, multiplicité. Et là, j'ai revu enfin, c'était une mode, c'était pas si grave, ça c'est un peu passé de mode, mais je me demandais si le cerveau, et disons, est-ce que vous avez appelé vous-même, je crois, l'idéologie neuronale ne pouvait pas remplacer parfois cette espèce d'idée comme ça, turbo, des multiplicités,
qui fait des dégâts dans la critique d'art parce qu'on postule beaucoup de connexions que les artistes n'ont pas voulu faire. Ça, c'est pas grave, les artistes ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais qu'on ne repère pas dans les œuvres. C'est pour disons, association connexion. Et en 2020, en fait, au sorti du Covid, un artiste qui m'intéresse, qui s'appelle Olsen, un bon artiste, gay, a fait une exposition à Bruxelles où il connectait, pour le coup, il associait la pensée de Malabou, citation à la pluie, Catherine Malabou, pardon, la plasticité comme transformation non fondée sur la différence, et la pensée de Bersani. Vous savez, la critique gay de la différence, l'homoïté comme critique de la promotion sociale de la différence. C'était une association un peu dans les coins, et j'ai vu un critique réagir à l'exposition en bondissant en fait dans l'idée de la complexité du cerveau et de la plasticité comme transformation perpétuelle, et en ratant, vous voyez, ces associations que les artistes font. Les artistes réfléchissent aussi, peuvent faire des associations. Là, il y avait en plus un très beau jeu sur les copies de feutrier, du pain de feutrier, et sur les matières plastiques. Et c'est un bon exemple, vous voyez, d'un artiste qui fait des associations, qui pense à la plasticité, je pense intelligemment, avec la forme de bataille et des choses comme ça, mais dont la pensée peut être recouverte par une... Ça, si vous voulez, ça arrive fréquemment, hein, quand vous avez un concept, voilà, ça devient galvaudé, donc oui. Mais je ne pense pas qu'il faille généraliser ni critiquer Deleuze pour ça, si vous voulez. C'est simplement, voilà, à un moment, tout devient fétichisé, galvaudé. Voilà. On peut peut-être prendre une question. Voilà. Non, oui. Je peux dire peut-être quelque chose sur Dante. Je ne vais pas essayer de l'étirer du côté de l'anarchie, mais il faut dire que la monarchie de Dante prévoit l'unification de toutes les volontés. Donc en fait, prévoit aussi l'abolissement de la violence. L'abolissement de la violence, Ah, de la coercition. Et comme l'empereur règne sur la totalité de l'humanité, il n'y a même pas d'ennemis en dehors. Donc en fait, cette idée de l'union des volontés, on peut l'avoir de deux manières, je pense. Soit on dit que c'est pire que la Corée du Nord. Il y a un dictateur qui dit tout le monde va vouloir ce que je veux. Mais on peut aussi imaginer un accord spontané et libre dans un projet unique. Et après, il y a le problème de l'Église. C'est le macronisme. Si l'empereur rend l'humanité parfaite, on n'a pas vraiment besoin du pape. Mais j'essaierai un peu plus plastique. Voilà, sur Dante. sur Dante. Ah ouais, non mais bien sûr. Mais c'est pas une question, du coup. Non. Mais pour te dire la vérité, j'ai oublié, je sais que c'est ton passage, l'union des volontés, mais j'ai oublié c'est-à-dire la justification, pas le passage en question, mais la justification, comment on peut comprendre au sens que tu dis là. Comme la volonté de l'empereur, c'est la plus juste, elle est capable de représenter toutes les volontés. Et donc c'est une représentation justement, mais qui s'est faite dans la liberté, parce que les volontés sont libres, donc l'adhésion est libre, et dans la justice. Donc c'est pas une adhésion en tyrannie, par exemple. Une soumission. Oui. Donc il y a quelque chose qui rappelle un peu l'état originaire, l'état prémensère, où il y a une adhésion spontanée à l'ordre, mais il n'y a pas une imposition violente de l'ordre. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai peut-être une question par rapport à la question de la représentation. Et ce que vous avez dit sur l'idée en fait qu'on peut que copier, donc trahir, si jamais on la déplace du côté de l'art, justement, ces questions-là. Est-ce que l'œuvre, à un moment ou à un autre, peut toujours avoir un rôle d'intermédiaire, ou en fait, est-ce qu'elle peut se présenter? Est-ce qu'une œuvre peut être autre chose qu'une représentation et donc une forme de trahison en soi? C'est une question fondamentale qui nous renvoie par exemple au débat qui a été quand même très, très virulent entre
deux philosophes qui sont Jean-François Lyotard et Jacques Rancière. Pour Lyotard, clairement, oui, l'œuvre d'art ne peut pas représenter, parce que de toute façon, elle ne peut pas présenter. Elle ne peut même pas présenter. Oui, c'est ça, même pas le premier stade. Elle ne peut que témoigner. D'où la défense chez Lyotard de ce qu'il appelle l'art abstrait. Par exemple, les dessins de Tom Blee. Pour lui, il ne peut y avoir que des traces, on revient à la trace, des traces, mais jamais de figure, jamais de figuration, jamais de... Voilà. Bon. Et Rancière qui dit au contraire, non, 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 parce que représenter, en fait, ça n'est ni présenter ni copier, c'est déplacer. C'est-à-dire que la question politique telle qu'elle est actuellement est absolument insupportable. La politique, c'est la police, bon, etc. Critique de la représentation, typique des anarchistes. Ce que fait l'art, c'est déplacer cette question politique vers ce qu'il appelle une autre scène, où là, ça permet, disons, au spectateur de s'émanciper. Voilà. En fait, pour Rancière, la question est laissée au spectateur, pas à l'artiste. L'artiste, il donne des débuts, disons, et c'est au spectateur, il a un livre d'ailleurs qui s'appelle Le spectateur émancipé, c'est-à-dire ce qu'il ne peut pas faire en politique, puisqu'il n'existe pas, il est complètement aliéné par les... etc., il peut le faire dans l'art en devenant au fond un sujet. C'est dans l'art que celui qui est aliéné devient un véritable sujet. Donc, vous voyez, pour Rancière, la représentation, c'est ni la présentation, ni la représentation, c'est le déplacement qui permet la subjectification. Oui, parce qu'il y a un rapport au corps, alors que dans la politique, on est représenté. Est-ce que le corps s'active est-ce que c'est là-dessus aussi que ça se joue, j'imagine? Oui, il dit que, au fond, la plupart des gens ne se font pas entendre parce que leurs paroles sont des cris, parce qu'ils souffrent, et que le corps souffre, et que cette souffrance s'exprime par des cris. Et Rancière dit on ne peut pas l'entendre en politique. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas entendre ceux qui n'ont pas, comme il dit, de part, c'est-à-dire les pauvres. Hein, pour Rancière, pour aller vite, ceux qui sont réduits à de purs corps et à de purs cris, ce sont les pauvres. Et l'art a cette fonction de pouvoir déplacer la pauvreté et oui, par l'expression des corps, au fond, hein, permettre de reprendre la parole. Ouais. Eh bien, merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci.